permettez de commencer avec une confidence, cette entrevue. Il y a un peu moins de 15 ans, celle qui allait devenir ma future conjointe m'a dit ceci. Jean-Simon, j'étais pas sûr que tu me plaisais au début, mais là, j'ai appris que tu lisais Éric Emmanuel Schmitt. Alors, en quelque sorte, vous êtes responsable d'une relation de 15 ans et de la naissance de 2 enfants. Donc, alors voilà, ça y est, j'ai mon prix Nobel, merci. voilà. Pensez-vous que les mots que vous écrivez tissent des liens entre les gens? Pensez-vous que c'est une des choses principales que la littérature fait? Ah, je crois vraiment. La littérature, c'est une lutte contre le silence qui étouffe, le silence qui tait les sentiments, qui tait les problèmes aussi. Et je pense que la littérature, c'est vraiment la main tendue. Et c'est rentrer dans un monde où on peut communiquer, où on peut dire tu m'as fait mal, ou tu m'as fait du bien, où on peut dire j'ai du mal à me remettre de ceci, quel chemin faire, etc. C'est vraiment pour moi extrêmement important. C'est la plus grande lutte contre la violence. Qui est soucieux de l'espace humain? Sinon, justement, ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Malgré tout ce qui se passe, est-ce que vous réussissez encore à voir la part de l'autre? Oui. Très sincèrement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui juge, j'essaye toujours de comprendre. Alors après, je réprouve certains comportements. Je ne réprouve pas des hommes ou des femmes, je réprouve des comportements, je réprouve des actes. Donc en ce moment, ça va, j'ai une grande liste. J'espère qu'on ne va pas faire l'émission dessus. Mais en même temps, je me dis toujours que celui qui fait quelque chose que j'estime mal n'est pas différent de moi et que je ne suis pas meilleur que lui. Simplement, en ce moment, lui est en train de faire quelque chose que je juge néfaste. Mais je le sais aussi capable de faire quelque chose de bien. On a tellement l'impression, par contre, que les gens sont à couteau tiré, à des opposés, que les gens ne se parlent pas. Comment on érige des ponts entre des gens qui ne veulent plus se parler, qui se considèrent comme des ennemis? Je crois qu'on souffre vraiment d'une désinhibition du rapport à l'autre, initiée par exemple par Donald Trump, qui est un chef de démocratie, enfin encore, totalement désinhibé et qui n'observe plus les usages, mais parce qu'il les voit comme des usages, il n'en voit pas le sens, c'est-à-dire le respect de l'autre, le respect d'une position différente. Le partage d'une condition mystérieuse qu'est la condition humaine. La difficulté à savoir parfois quel est le bien, quel est le mal. Lui, il sait. Alors c'est terrible quand des figures comme ça, mondialement connues et mondialement puissantes, perdent cette désinhibition, cette réflexion, cette problématisation de l'existence. Je trouve que oui, on vit un moment difficile et troublant, mais il y en a eu tellement d'autres dans l'histoire. Vous êtes plongé depuis des années dans l'écriture d'une odyssée qui s'appelle La traversée des temps. C'est bien pour ça que je lis vous dis, depuis. il y en a eu tellement d'autres. Oui, exactement. Le voyage de Noam, si vous vous projetez dans l'avenir, au-delà du passé que vous racontez, qu'est-ce que Noam pourrait vivre dans un livre futur de La traversée des temps, selon vous? Noam, aujourd'hui, il est comme nous, en train de vivre des révolutions successives et surtout des grandes blessures narcissiques. Freud, dans un de ses textes, disait que l'humanité avait connu 3 grandes blessures narcissiques. Celle de Galilée-Copernic, c'est-à-dire que la Terre n'est plus au centre de l'univers. Ensuite, celle de Darwin, qui disait que l'homme descend du singe, il n'est pas une espèce à part. Ensuite, une autre blessure narcissique, celle que Freud lui-même apporte à l'humanité en disant le psychisme n'est pas que conscient, il y a une part inconsciente de l'esprit. Et aujourd'hui, nous vivons une nouvelle blessure narcissique, l'intelligence artificielle. Il y a une autre intelligence que la nôtre, qui n'est même pas faite d'après la nôtre, qui est l'intelligence artificielle et qui va beaucoup plus vite que nous et dont on ne sait pas si elle peut avoir une prise d'autonomie ou une efficience qui nous échappe. Donc on vit ce moment-là, on vit une révolution, on vit un échappement, non pas de notre liberté ou de notre pouvoir, parce que l'intelligence artificielle reste un de nos instruments à notre disposition, il faut rester positif, mais on avance très très vite vers un monde qu'on ne connaît pas. Alors c'est pour ça que moi, la traversée des temps, je parle du monde connu, c'est-à-dire Noam traverse les temps, les siècles, les millénaires, et chaque roman est situé dans une époque où il y a une bascule. Parce que je veux montrer, au fond, comment s'est fabriqué le monde où nous sommes. Quelles ont été les grandes étapes, à quel point ça a été fragile, et à quel point tout est fragile, puisque tout est historique, donc tout est susceptible d'être remis en question et d'être détruit.
Il n'y a rien de naturel dans l'évolution humaine. Donc c'est ça, mais c'est aussi, tout en essayant de comprendre, c'est retrouver aussi le sens de l'étonnement, voire de l'émerveillement devant ce que nous, ces animaux que nous sommes, avons été capables d'inventer. Mais en même temps, nous sommes capables d'inventer le pire. Et donc j'avance avec précaution, comme un funambule sur un fil. J'ai à la fois de l'admiration et de l'effroi. Et quant à l'avenir, j'ai à la fois de l'admiration et de l'effroi. Et vous avez évoqué l'intelligence artificielle qui tente de nous singer en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'art, pour la littérature notamment, une autre intelligence qui tente de faire ce que nous faisons? C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de faux écrivains qui vont croire qu'ils sont les vrais écrivains. Enfin, il y en avait déjà pas mal, hein, avec des ghostwriters ou des éditeurs qui refaisaient leur travail. Là, ça va être l'intelligence artificielle qui va le refaire. Je pense malgré tout que la singularité, le point de vue, l'originalité sont des choses qui, du moment qu'elles se copient, cessent d'être originales, singulières, etc. Donc il y aura toujours des gens singuliers, il y aura toujours des gens originaux, et c'est ceux-là qui resteront les artistes de notre temps. Votre dernier roman, Juste après Dieu, il y a papa, s'intéresse à la relation entre un papa et son fils, et pas n'importe lequel, Wolfgang Amadeus Mozart. Thème qui me parle beaucoup parce que j'ai 2 fistons de 2 et 4 ans qui, justement, présentement, me voient comme un héros. Et je pense qu'une de mes plus grandes peurs, c'est de voir dans leur regard un jour que je représente plus ça pour eux. Ben oui. C'est ce que vous vouliez exprimer? Et ça sera nécessaire, ce moment-là. Ça sera utile pour eux. Pour vous, ça sera douloureux, mais pour eux, ça sera très utile parce qu'ils vont se déprendre de vous et ils vont pouvoir aller vers la vie et vers eux-mêmes. Donc c'est un moment important. Moi, je le raconte à travers effectivement Wolfgang Amadeus Mozart et son père. Léopold Mozart est un homme extraordinaire qu'on a beaucoup méprisé après, mais que j'essaye de réhabiliter en montrant que il n'y aurait pas de Mozart sans son père. Pas seulement au sens physique, naturellement, mais il le révèle à lui-même en lui proposant, entre autres, la musique. Et le gamin, évidemment, est éperdu de musique. Et à partir de là, non seulement Léopold Mozart va tout lui apprendre, parce qu'il est lui-même musicien, mais il va, lorsque Mozart a 10 ans, se rendre compte que ça y est, il a atteint ses limites, que son fils peut encore apprendre, mais d'autres que lui. Et donc il va l'emmener partout en Europe rencontrer les plus grands maîtres. Donc il prend finalement le risque de donner à son fils les moyens de le critiquer un jour et de se rendre compte que peut-être lui, Léopold Mozart, est un musicien moyen, sinon médiocre. Ce que plus tard Mozart fera. Et du coup, il y aura une rupture parce que le père de Mozart ne veut pas lâcher cet enfant parce qu'il est génial en musique, mais il n'est pas génial pour la vie sociale. Il est naïf, il est candide, il croit les gens. Et le père de Mozart a peur pour cet individu qui n'est pas armé pour la société. Il est armé pour être un génie musical, mais pas pour la société. Donc il ne veut pas lâcher prise et ça sera à l'origine de leur rupture. Parce que ce que le livre raconte, c'est ce grand drame qui peut exister parfois dans la relation humaine, qui n'est pas une scène dramatique, tragique ou violente, mais qui est le drame d'attendre une lettre qui ne vient pas, une visite qui n'arrive pas. Léopold Mozart va finir sa vie seul, alors qu'il a tout donné à son fils, qu'il a pris tous les risques pour son fils, et qu'il admire intensément son fils. Et en plus, il l'aime, et son fils l'aime. Mais cet amour est rendu impossible par les choix qu'ont fait et Léopold et Wolfgang, et le père et le fils. Et ça, c'est une tragédie qui existe, à mon avis, dans toutes les relations père-fils. Il y a les échos de la mienne dedans. Oui, parce qu'au fond, c'est accepter de tout donner sans rien attendre en retour. Exactement. Le propre de cet amour qu'est l'amour paternel, c'est que c'est un amour altruiste. Être père, c'est un désir, c'est une volonté, c'est un souhait, ou c'est une acceptation. Être fils, c'est un fait. Tout le monde est fils ou fille d'eux. On n'a pas choisi. On a choisi d'être père ou d'être mère. Et donc ça change tout. Parce que c'est un amour qui engage, c'est un amour qui crée des devoirs. C'est un amour qui a un but finalement, créer un lien, mais créer aussi l'extinction de ce lien. Un jour, la séparation possible, l'adieu de l'enfant parce qu'il est devenu un adulte. C'est à la fois généreux ou cruel selon le regard qu'on veut porter sur ce même objet. C'est cruel et généreux parce que c'est ça. Cet amour, il doit amener l'autre à devenir autonome. Donc c'est un amour magnifique, c'est un amour altruiste, alors que souvent l'amour de l'enfant pour ses parents est un amour égoïste. Et je l'ai moi-même vécu, cet amour égoïste avec mes parents. Et
Avec ma mère, heureusement, c'était totalement accompli et dit entre nous. Mais avec mon père, par exemple, il a fallu que j'attende sa mort pour commencer à découvrir qui était ce père. Au fond, je croyais le connaître très bien, mais c'était un père inconnu. C'est une personne que je n'avais jamais examinée comme une personne, je l'avais simplement regardée sous son aspect de père. Et finalement, j'ai découvert la personne qu'il était, j'ai découvert aussi l'excellent père qu'il était. On avait une relation difficile, parce qu'on était maladroits, on s'aimait, on se respectait, on s'admirait, mais on n'y arrivait pas. C'est courant. Alors c'est vrai que j'ai écrit ce livre aussi pour dire, soyez attentifs. Voilà, faites attention à ce bel amour qui est l'amour d'un père pour son fils et l'amour d'un fils pour son père. Moi, je ne suis pas là pour donner des bons points à celui qui s'est bien comporté ou mal comporté. Je suis simplement là pour dire, regardez, de toute façon, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous lui diriez à votre père si vous pouviez lui parler? Oh, bah, exactement ce que je fais dire à Mozart lorsqu'il apprend la mort de son père. Il dit d'abord, il ne pourra plus jamais m'engueuler. Puis après, il ajoute, et moi, je ne pourrai plus jamais lui dire merci.